Les Chroniques de la Destinée, Chronique 6. Chers auditeurs, je vous salue. Voilà, on y est. Aujourd'hui, nous allons franchir un nouveau cap, ouvrir une porte essentielle sur le chemin de notre progression. Elle précède celle que vous attendez tous, celle qui a le plus troublé tous les lecteurs de cet ouvrage hors norme. Quelle est notre destinée? Quelle est cette mystérieuse et fascinante lumière qui attire tous les chercheurs sincères de vérité et de connaissance? Rappelez-vous, dans les précédents épisodes, je vous ai souvent parlé de cette lumière, de cette attirance irrésistible vers cet horizon sublime de beauté spirituelle, nous indiquant que nous sommes arrivés au bout de notre périple, de notre ascension vers notre but ultime, au travers les âges. Je vous dévoilerai quel est cet univers mythique qui intrigue tant les hommes depuis la nuit des temps. Mais avant, nous allons d'abord terminer notre aventure dans les mondes du mental, les mondes morontiels. Nous en étions à la fin de notre cycle dans les mondes des maisons. Nous voilà beaucoup plus présentables. Nous continuons notre aventure après avoir été accueillis au siège de la capitale de notre système. À partir de là, nous gardons le même corps morontiel jusqu'à la fin de notre apprentissage dans notre univers local. Tous ces mondes sont des sphères architecturales. Nous sommes devenus des survivants immortels associés, avec un ajusteur de pensée, un fragment divin. La vie morontielle primitive, dans les systèmes locaux, ressemble beaucoup à celle de notre présent monde matériel. Elle devient moins physique et plus véritablement morontielle sur les mondes d'études de la constellation. Et quand vous avancez sur les sphères de la capitale de l'univers local, vous pénétrez de plus en plus les niveaux spirituels. Depuis le moment où vous quittez les mondes matériels jusqu'à celui où vous êtes établi comme esprit du premier stade sur la capitale de notre univers local, vous subissez exactement 570 changements morontiels, dont 8 changements ont lieu dans le système, 71 dans la constellation et 491 changements pendant le séjour sur les sphères éducatives de la capitale de notre univers local, qui est, rappelons-le, composé de 10 millions de planètes habitées, ou ayant porté la vie, ou potentiellement viables, pour des espèces intelligentes. Bien que l'humour de notre planète natale soit grossier et fort peu artistique, il est précieux, à la fois comme assurance de santé mentale et comme libérateur de pressions émotives. Il empêche les tensions nerveuses nocives et la contemplation trop sérieuse de soi. Les principes de la vie récréative d'ici sont philosophiquement sains et continuent à être applicables pendant notre vie ascendante, jusqu'au bout de notre ascension. En tant qu'être ascendant, vous possédez des souvenirs personnels de toutes vos existences antérieures. Attention, je n'ai pas parlé de réincarnation, car les révélateurs sont très explicites sur le sujet. Ce concept est purement humain. Là, nous parlons d'expériences sur notre chemin morontiel et, au préalable, sur celle de notre bref passage ici dans la chair et le sang. Sans ces souvenirs d'identité du passé, il n'y aurait pas de base pour l'humour du présent, qui se traduit par le rire des mortels ou l'allégresse des morontiels. C'est le souvenir des expériences passées qui fournit la base des divertissements et amusements du présent. Pendant toute la longue carrière morontielle, puis progressivement spirituelle, vous prendrez plaisir aux équivalents célestes de l'humour terrestre. Et cette fraction de Dieu, l'ajusteur, qui devient une partie éternelle de la personnalité d'un ascendeur mortel, nous apporte les harmoniques de la divinité aux expressions joyeuses et même aux rires spirituels des créatures ascendantes du temps et de l'espace. Qui dit que Dieu n'a pas d'humour? Même Gainsbourg affirme que Dieu fume des cigares. Bon, ok, ce sont des havanes. Bien, parlons maintenant des éducateurs des mondes des maisons. Les éducateurs des mondes des maisons sont un corps de chérubins et de sanobins. Lorsqu'un pèlerin du temps s'avance d'un monde d'épreuves de l'espace au monde des maisons et aux mondes associés d'entraînement morontiel, il est accompagné par son séraphin ou un ange individuel ou collectif. Il est le gardien de notre destinée. Sur Terre, le séraphin est aidé avec compétence par un chérubin et un sanobin. Mais quand son pupille tel, nous, est délivré des liens de la chair après notre mort et débute dans la carrière ascendante, quand la vie morontielle commence, le séraphin, l'ange accompagnateur, n'a plus besoin de ses anciens lieutenants, le chérubin et sanobin.
Il y a des milliards et des milliards de ces éducateurs dans notre constellation. Les choses que vous auriez pu apprendre sur Terre, mais que vous n'y avez pas apprises, doivent être assimilées sous la tutelle de ces maîtres fidèles et patients. Il n'existe ni route royale, ni raccourci, ni sentier facile pour atteindre le but de notre ascension vers la perfection. Indépendamment des chemins proposés, vous devez maîtriser les leçons d'une sphère d'éducation avant de passer sur une autre sphère. C'est une règle immuable. Vous devez comprendre que la vie morontielle d'un mortel ascendant commence réellement sur les mondes habités, comme ici sur Terre, lors de la conception de l'âme, au moment où le mental d'une créature de statut moral est habité par l'ajusteur spirituel, ce fragment de Dieu. À partir de ce moment, l'âme possède la capacité potentielle pour des fonctions futures post-mortem. Toutefois, vous ne serez pas conscient de l'activité des anges avant d'atteindre les mondes des maisons, où ils travaillent infatigablement au progrès de leurs élèves mortels. Nous avons tous connaissance des très nombreux mythes concernant les anges, mais il existe très peu de cas où l'ange se manifeste directement aux mortels, ici. En tout cas, cela ne nous a pas été dévoilé. Maintenant, il y a de grandes chances que vous vous posiez des questions concernant les anges. Nous pourrions y consacrer des épisodes entiers les concernant. Nous y reviendrons. Néanmoins, ces séraphins, ou ordres angéliques, sont très nombreux et leurs fonctions très variées. Il existe une hiérarchie précise les concernant. Je ne peux pas tous les mentionner, et j'en citerai quelques-uns comme les séraphins suprêmes, les séraphins supérieurs, les séraphins superviseurs, administrateurs et les aides planétaires. Mais il y en a également beaucoup d'autres. Comme vous le voyez, les anges sont une réalité, mais celle-ci dépasse de loin le concept angélique religieux qui a façonné nos croyances. Les révélateurs nous informent que certains ordres angéliques ne nous sont pas révélés présentement, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Les révélateurs nous informent que l'ouvrage en question a été créé pour une durée de 1000 ans. Ce n'est pas rien, mais que les informations qui nous sont révélées ne sont qu'une infime partie des connaissances qui sont autorisées à nous communiquer. Autrement dit, beaucoup de choses nous sont cachées. C'est à nous de tenter de comprendre ce qui n'est pas dévoilé. En un mot, il faut parfois lire entre les lignes, et les révélateurs nous y encouragent. C'est ce qui nous suggère, sans nous le dire. Notre esprit doit courageusement s'aventurer au-delà des frontières établies par notre société et la science, etc., etc. C'est pour cela qu'existent des groupes de réflexion autour de cette connaissance unique. Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre passage morontiel dans notre système local. On pourrait y consacrer plusieurs épisodes concernant les détails de notre future vie morontielle. Lors des épisodes futurs, nous explorerons plus en détail nos activités, nos loisirs, nos liens dans cet univers lié au mental, à l'intellect. Nous allons parler de son siège, de sa capitale. J'ouvre une parenthèse sur un événement malheureux qui s'est passé dans notre univers local et plus précisément dans notre constellation et notre système. Je n'entrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais je peux dire que cet événement hors du commun s'est passé il y a de très nombreux millénaires et qui a profondément marqué la vie de nombreuses planètes comme la nôtre et de nombreuses sphères d'éducation de notre univers local. Ce système local en question a passé par des expériences très orageuses, rares mais intenses, que ce soit sur les planètes naturelles ou les sphères éducatives. Mais les révélateurs nous informent que l'inharmonie qui a régné depuis près de 300 000 ans s'est lentement dissipée. Et notre Terre était en plein dedans, et d'une certaine façon continue de l'être. Un chapitre spécial y sera consacré, et je suis persuadé que ça vous rappellera quelque chose. La durée du jour de cette capitale équivaut à 3 jours de notre Terre. La température durant la journée est de 21 degrés et la fausse nuit 10 degrés. Ce n'est pas véritablement la nuit, mais plutôt une période où la nuit baisse. La lumière baisse. L'équivalent d'une brume ou plutôt d'une pleine lune où ses habitants se reposent. Il n'y a pas de véritable jour ni de nuit, ni de période de chaleur ou de froid que nous connaissons.
Ces mondes sièges ne sont pas visibles dans l'espace. Même si cette sphère architecturale était à la place de la Lune, on ne la verrait pas. Sur ce monde siège, les chaînes de montagnes escarpées que nous connaissons vous manqueront très certainement. Il n'y a pas de tremblement de terre ni d'orage, mais vous jouirez des magnifiques hautes terres et autres variantes extraordinaires de topographie et de paysages fascinants. D'immenses surfaces sont conservées à l'état naturel et la splendeur de ces endroits dépasse de beaucoup la puissance de l'imagination humaine. Il y a des milliers de petits lacs, mais ni rivière torrentielle ni océan immense. Il ne pleut pas, il n'y a ni orage ni ouragan sur aucun des mondes architecturaux. Mais la condensation de l'humidité donne lieu à une fine précipitation quotidienne au moment du minimum de température qui accompagne la régression de la lumière. La vie physique des plantes et le monde morontiel des créatures vivantes exigent tous deux de l'humidité, mais celle-ci est largement fournie par le système souterrain de circulation des eaux qui couvre toute la surface de la sphère, même jusqu'au sommet des hautes terres. Cette circulation d'eau ne se fait pas tout entière dans le sous-sol car de nombreux canaux, des lacs étincelants de la capitale. 3 gaz composent l'atmosphère. L'air est très semblable au nôtre, avec l'addition d'un gaz adapté à la respiration de l'ordre de vie morontiel. Le système des transports est conjugué avec des courants circulatoires de mouvement d'énergie, les courants d'énergie principaux étant espacés de 16 km. Je suis sûr que vous posez tous la question, et comment est-ce qu'on se déplace de l'autre côté ? Eh bien, par des technologies adaptées. Les êtres matériels de la planète peuvent se déplacer à une vitesse allant de 300 à 800 km/h. Les transports aériens font environ 800 km/h. Les êtres matériels et les êtres morontiels doivent employer ces systèmes de transport, mais les personnalités spirituelles se déplacent par liaison avec les forces supérieures et les sources spirituelles d'énergie. Comme il n'y a pas d'évolution organique sur ces mondes, il n'y a pas non plus de forme antagoniste de vie, ni de lutte pour l'existence, ni de survie des plus aptes. On y trouve plutôt une adaptation créative qui laisse prévoir la beauté, l'harmonie et la perfection des mondes éternels de l'univers central et divin. Toute cette perfection créative contient un étonnant mélange de vie physique et morontielle dont les artisans célestes et leurs compagnons font ressortir les contrastes. Cette capitale donne vraiment un avant-goût de gloire et de splendeur de notre destinée future. Mais il faut perdre l'espoir de se faire une idée exacte de ces glorieux mondes architecturaux. Par des tentatives de description, les révélateurs nous disent qu'il n'existe rien ou presque rien de comparable aux choses de notre monde. Et même alors, les choses de ce monde transcendent tellement celles de notre terre que la comparaison devient presque grotesque. Ça donne vraiment envie d'y jeter un coup d'œil. Vous ne trouvez pas ? Là, j'ajoute ma note perso. Cet ouvrage a été inspiré il y a à peu près un siècle. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que l'homme a pas mal évolué dans son imaginaire. Regardez les décos d'Avatar. Vous connaissez tous le film. Pas mal, non ? Très fort les architectes de la déco. Il va falloir que j'en touche 2 mots révélateurs, mais je crois que j'ai égaré leur WhatsApp. Bref, avant d'arriver effectivement sur cette capitale, nous ne pouvons guère avoir une conception des mondes célestes qui se rapproche de cette magnifique réalité. Mais on nous dit qu'ensuite, il ne faudra pas beaucoup de temps pour comparer notre prochaine expérience sur la capitale systémique avec notre future arrivée sur des sphères éducatives plus lointaines de l'univers, du super-univers et même de l'univers central. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce monde siège de notre système. Mais avant de terminer ce descriptif, j'ajouterai ceci. Il existe un sommet, c'est le plus élevé, environ 5000 mètres, d'où partent les nombreux vols en direction de la constellation ou la capitale de l'univers local. Il y en a toutes les 3 secondes, c'est pire que Roissy. J'espère qu'ils ont trouvé le moyen de faire baisser le bruit, sinon je pars avec mes boules caisses. Les arrivées se font sur la mer de cristal, où de nombreux étudiants visiteurs arrivent. Bien évidemment, existe tout un système de télécommunication. Les télédiffusions du super-univers et de l'univers central sont reçues en liaison
avec la capitale de notre univers local et par la technique mettant en jeu la mer de cristal. Tous ces messages sont automatiquement publiés de manière à être discernables par tous les types d'êtres présents dans l'amphithéâtre central de la télédiffusion. Parmi toutes les occupations d'un mortel ascendant sur la capitale du système, aucune n'est plus attrayante et passionnante que d'écouter le flot permanent des rapports spatiaux de l'univers. Cette station réceptrice est entourée par un immense amphithéâtre construit de matériaux scintillants, pour la plupart inconnus chez nous. Elle contient des places pour, tenez-vous bien, 5 milliards de personnes. Oui, vous avez bien entendu, 5 milliards de personnes matérielles et morontielles, sans compter la place pour d'innombrables personnalités spirituelles. Ça donne le tournis. Tous les habitants ont, pour distraction favorite, de passer leur loisir à la station de diffusion pour y apprendre des nouvelles du bien-être et de l'état de l'univers. Alors rassurez-vous, j'ai pris les renseignements, il n'y a plus TF1 ni Canal+, et les autres sources de diffusion débilitantes que nous connaissons tous. C'est toujours ça de gagner. C'est l'unique activité planétaire pendant la régression de la lumière. Dans cet amphithéâtre récepteur, les messages du siège de notre univers arrivent d'une manière continue. Il existe de très nombreuses zones résidentielles et administratives conçues pour les citoyens permanents de la capitale, les autochtones, mais aussi pour de très nombreux autres ordres séduisants de créatures spirituelles et pré-spirituelles. Les capitales des systèmes sont uniques, en ce sens qu'elles sont les seuls mondes où l'on peut observer à peu près parfaitement les trois phases matérielles, morontielles et spirituelles de l'existence des univers. Que vous soyez une personnalité matérielle, morontielle ou spirituelle, vous vous sentirez chez vous sur cette sphère. La capitale possède de grands bâtiments, du type matériel aussi bien que du type morontiel. Et l'embellissement des zones purement spirituelles n'est pas moins délicieux et surabondant. Les révélateurs nous disent qu'ils n'ont pas les mots pour nous décrire la sublime grandeur et l'exquise perfection des installations spirituelles de ce monde de siège. Nos conceptions les plus audacieuses de perfection dans la beauté et la plénitude de ces installations n'approcheraient guère de ces splendeurs. Et cette capitale n'est que le premier pas sur le chemin vers la perfection céleste, de la beauté de notre destination. Volontairement et provisoirement, je vais passer sur le descriptif du monde de siège de notre constellation, c'est-à-dire l'étape tout de suite après notre passage dans les mondes d'éducation du système. Nous aurons l'occasion de parler de notre constellation où nous résiderons un certain temps. Nous allons directement aborder ce qui touche à la capitale de notre univers local, et bien sûr à notre univers local lui-même, car cette étape est particulièrement empreinte d'émotion. Vous allez comprendre pourquoi. Un univers local est l'œuvre d'un fils créateur. Vous vous demandez ce que signifie un fils créateur ? Eh bien, c'est tout un pan de nos croyances que nous allons mettre à jour. Et comme dirait Audiard, c'est du lourd. Un fils créateur est le souverain d'un univers local, composé de 10 millions de planètes naturelles portant la vie intelligente. Notre univers local est composé de 10 millions de planètes, c'est-à-dire que notre univers local porte actuellement 3 840 101 planètes habitées sur les 10 millions de prévus. Il est relativement récent et très éloigné du centre géographique du grand univers, à la périphérie de l'espace extérieur où règne rien, ou presque, en tout cas pour l'instant. Il y a 700 000 univers locaux, donc 700 000 fils créateurs. Enfin, pas tout à fait, puisque le grand univers n'est pas entièrement achevé. Un fils créateur est une personnalité hors du commun, car il est réellement un fils de Dieu. Mais aussi, dans les âges, il deviendra un fils de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, Dieu, ou la source sainte première, règne sur sa vaste création. Mais c'est par la personne du Fils créateur qu'il opère dans l'administration d'un univers local. Dieu n'opère pas personnellement d'une autre manière dans les affaires administratives d'un univers local. Ces affaires sont confiées au Fils créateur et à l'esprit mère de l'univers local et à leurs multiples personnalités créées.
Les plans et les actes administratifs de l'univers local sont conçus et exécutés par ce Fils créateur. Notre Fils créateur n'est pas le Fils de Dieu, l'associé existentiel de la Trinité. Vous allez voir, c'est pas très évident. Il fait partie d'un ordre appelé les Fils Michael. Ce nom a été créé par les révélateurs dans le cadre de notre culture et de notre mental, pour qu'on puisse bien connaître ce qu'est un Fils créateur. Néanmoins, notre Maître Fils possède dans son univers local tous les attributs et pouvoirs divins que le Fils éternel manifesterait s'il était lui-même effectivement présent dans notre univers local. Ce Fils Michael possède même le pouvoir et une autorité supplémentaire, car non seulement il personnifie le Fils éternel, mais aussi il représente pleinement et incorpore effectivement la présence de la personnalité du Père universel dans notre univers local. Est-ce que vous me suivez? Je sais, c'est pas très facile, mais nous y reviendrons. Car depuis des millénaires, les écrits ont considéré que ce Fils Michael, ou Fils créateur, comme le Fils de Dieu. C'est l'un des nombreux paradoxes d'une certaine religion. Ces relations font d'un Fils créateur le plus puissant, le plus diversifié en capacités diverses et le plus influent des êtres divins capables d'administrer directement un univers évolutionnaire et d'entrer en contact avec des êtres immatures comme nous. Ce Fils créateur est aussi la personnification du Père universel à l'égard de notre univers local. Pour mieux comprendre, le Fils créateur souverain de notre univers local est considéré comme Dieu pour notre univers et tous ces mondes habités. Il personnifie tout ce que les mortels évolutionnaires comme nous peuvent comprendre avec discernement du concept de Dieu. Pour nous, Michael, donc le Fils créateur, est la personnalité suprême. Je crois qu'il est écrit quelque part « Qui m'a vu a vu mon Père ». Eh bien, c'est exactement ça. Nous avons, dans la personne du Fils créateur, un dirigeant et un parent divin tout aussi puissant, efficace et bénéfique que le serait le Père universel. Bien que son quartier général soit officiellement situé sur la capitale de notre univers local, ce Fils Michael passe beaucoup de temps à visiter les sièges des constellations et des systèmes et même des planètes individuelles. Quand il était éloigné de la capitale, il est remplacé par Gabriel, qui fonctionne alors comme régent de l'univers local. Eh bien oui, Gabi existe, et son rôle à une certaine époque, était très important. Il est véritablement le bras droit de Michael, son conseiller. Certains mythes disent vrai, parfois. Nous reviendrons dans plusieurs podcasts sur le rôle de Michael et de Gabriel concernant notre planète. Son histoire fait partie d'un tome entier. Quelques chiffres maintenant concernant notre univers local. La première action du Fils créateur a été de choisir un emplacement dans l'immense grand univers pour créer les différents mondes sièges, donc toutes les capitales des systèmes et des constellations, mais avant la création de la capitale de notre univers local, son siège social pour lui et son état-major, mais sans oublier les très nombreux mondes architecturaux d'éducation de l'univers local. Eh bien, tout cela s'est fait entre 300 et 400 milliards d'années. Oui, vous avez bien entendu, 300 à 400 milliards d'années. Et nous sommes parmi les toutes dernières créations. Imaginez un peu le temps écoulé depuis la première création du premier univers local. C'est complètement fou. Et tout cela s'est fait sur l'ordre de Dieu, le Père de ce Fils créateur. C'est là que nous devons relativiser cette notion de temps, mais aussi tous nos chers astrophysiciens se doivent d'être particulièrement modestes et humbles face à leurs découvertes et ne jamais affirmer que ces découvertes sont symboles de vérité, mais simplement une étape. Quand on pense, mais je ne l'ai jamais vraiment cru, que ce milieu vénère encore la théorie du Big Bang, évaluée à 15 milliards d'années, théorie totalement obsolète. Voilà, chers auditeurs, cet épisode touche à sa fin. J'espère vous avoir apporté une vision plus claire sur la voie
qui attend tous ceux qui ont décidé de poursuivre l'aventure après notre mort, qui finalement n'est que le passage nécessaire pour accéder à la mythique ascension vers cette perfection qui nous attire de plus en plus et dont je vous ai maintes fois parlé. Le but de cette merveilleuse aventure, l'aboutissement de tous nos efforts seront récompensés au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Le prochain épisode tentera de vous décrire la finalité de l'inimaginable destinée qui nous attend. Cet épisode sera le 7e et dernier de cette première trilogie sur l'exploration post-mortem d'un univers de vérité, de connaissances sans fin, éternelle et grandiose. Prochain épisode, le 1er novembre. Merci de me suivre depuis le début et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je prends plaisir à vous répondre. Vous pouvez également me questionner sur ma messagerie. À vous tous, que la connaissance soit avec vous, votre dévoué.